Bonjour et merci à tous des précieuses minutes de votre temps que vous consacrez à regarder le contenu des vidéos de cette chaîne. Cette chaîne, nous l'avons conçue à l'endroit des Camerounais, notamment à son électorat pour que, le moment venu, au moment de l'élection, qu'ils disposent des indicateurs pertinents leur permettant de distinguer le bon grain de livret parmi les différents candidats à l'élection présidentielle 2025. Pour y arriver, il est important que pour ceux qui sont déjà connectés, qu'ils puissent s'abonner et qu'ils fassent des likes afin que le dimanche s'agrandisse et que nous puissions toucher le maximum de Camerounais. Le chemin parcouru jusqu'à présent, dans la relecture de cet ouvrage, les enjeux de l'élection présidentielle au Cameroun, un ouvrage qui a été écrit pour permettre aux Camerounais de repositionner le réel enjeu de l'élection présidentielle au Cameroun. Je disais donc que dans cette relecture, nous avons déjà, dans un premier temps, fait le schéma directeur du Cameroun. Ce schéma directeur sans lequel aucun problème ne peut réellement être posé. S'il faut rappeler ce schéma directeur, nous avons dit que le Cameroun se présente en 1957 comme un équilibre entre l'Occident, les Occidentaux et les indigènes qui se partagent l'environnement et l'administration. Les Occidentaux sont dans l'environnement, ils le rendent économique parce qu'ils sont là pour la rente. Les Africains ou les indigènes, eux, ils exploitent la nature, ils vont à la recherche de la nature, ils utilisent les richesses de la nature, ils décodent les pouvoirs de la nature. Au niveau de l'administration, nous avons une administration de tutelle et une administration locale. Le plus important était de comprendre que deux modèles s'affrontent dans le schéma directeur du Cameroun. Il y a le modèle social occidental et le modèle social traditionnel. Le modèle social occidental est un modèle où l'État est fort, le modèle jacobin, et le modèle traditionnel est celui où la tribalité est forte. C'est grâce à ces deux modèles, c'est le combat entre ces deux modèles qui anime donc la dynamique sociale de 1884 à 1957. Et en 1957, donc, il y a un équilibre. Cet équilibre que l'on relève dans le statut des articles 11 et 34 du statut de la fonction, du statut du Cameroun de 1957. Nous avons donc observé cet équilibre. Après cet équilibre, nous sommes posé la question de savoir comment est-ce que quelques Occidentaux ont pu pousser des millions de Camerounais à l'équilibre. Et pour cela, nous avons dit que les Camerounais qui se sont déplacés pour aller dans le modèle occidental pouvaient être considérés comme des Camerounais culturellement castrés. Nous avons un peu évoqué le concept le complexe de castration, qui était une crise d'identité. Et cette crise d'identité faisait qu'il y a certains Camerounais qui ont abandonné le modèle traditionnel pour rejoindre le modèle occidental en le considérant comme une situation évoluée de la situation traditionnelle. C'est donc comme ça que la scène politique camerounaise va donc être peuplée de ces Camerounais, disons-le, castrés culturellement. C'est ces Camerounais, donc, et c'est là que nous allons regarder aujourd'hui, c'est ces Camerounais qui vont faire que la balance bascule du côté occidental. Et comment ça va se passer? Nous avons dit que ces Camerounais ont considéré la culture occidentale comme étant une culture évoluée par rapport à la culture traditionnelle. Ils ont considéré que la République, l'État, la démocratie sont des formes sociales évoluées. Et c'est parmi eux que les Occidentaux
Parce que lors de la colonisation, lors de l'occupation, lors de la préparation vers la naissance du Cameroun, les Nations Unies avaient souhaité que les indigènes participent à la préparation de leur pays à l'accession à l'indépendance, entre guillemets. Alors, deux assemblées ont été créées. L'Assemblée représentative en 1946 et l'Assemblée territoriale en 1952. C'était des assemblées de participation. Ça veut dire que les indigènes devaient participer à la préparation de la naissance de l'État camerounais. Et dans la préparation, donc, les Occidentaux ont eu la malignité de choisir comme représentants les Camerounais castrés culturellement, les Camerounais pour lesquels la culture occidentale était importante. Il ne faut pas s'y méprendre. Parce que tous les Camerounais, tous ceux qui avaient engagé la politique, tous ceux qui étaient dans le domaine économique, c'est ceux qui avaient considéré que la culture traditionnelle avait des problèmes. Donc, qu'il s'agisse de l'UPC, qui se dit fondamentaliste, des Oumiobe et les autres, eux, ils étaient du côté économique, comme on l'a dit, qu'il s'agisse des André-Marie Mbida, Aïdjo et tout ça, étaient ceux qui avaient choisi le modèle occidental. Donc, c'est parmi eux qu'on va choisir ceux qui vont être représentés. Je dis bien le choix. Et c'était un choix raisonné à l'Assemblée représentative. Les Occidentaux vont donc choisir ceux des Camerounais qui sont accros à la culture occidentale. Ils font donc un choix raisonné pour faire l'Assemblée représentative. Et le choix devient au hasard ce qu'on va appeler suffrage universel pour faire l'Assemblée territoriale. Mais jusque-là, ça ne suffit pas. Ils bousculent donc, comme on l'avait dit, les Oumiobe et les Wandje de revendiquer l'indépendance. Et c'est comme ça qu'on passe à l'Assemblée législative, celle qui va donc faire les lois. Mais en 1957, les lois traditionnelles et les lois occidentales se valent. Aucune loi ne doit transformer une autre. Parce que nous sommes encore sous la bannière des Nations Unies. Mais lorsqu'on passe à l'Assemblée nationale, en 1960, il ne reste plus que ces Camerounais castrés culturellement. Les lois occidentales vont organiser les lois traditionnelles. Et voilà comment tous les jouer. Les lois occidentales se mettent au-dessus quand on regarde l'article 46 de la première constitution du Cameroun. Les lois traditionnelles, les lois occidentales doivent organiser les lois traditionnelles. Voilà où tout est joué et voilà comment les Occidentaux, à partir des Camerounais castrés culturellement, ont réussi à dominer la partie traditionnelle. Depuis lors, le pouvoir traditionnel se réduit progressivement, jusqu'à la situation où nous sommes. Alors la vraie question qui se pose est de savoir pourquoi les Camerounais de maintenant n'arrivent pas à redorer le blason de la loi traditionnelle. Pourquoi? C'est tout simplement parce que les Occidentaux ont mis en place une machine à reproduire les personnes castrées. Ils ont mis en place une machine qui permet de reproduire la castration culturelle. C'est pour ça que vous allez voir, lors du débat contre du mandat impératif, j'ai été surpris de suivre l'interview du professeur Ngela Bara-Marcellin, interviewé par Yves-Marc Medjo. Alors, quand Yves-Marc Medjo lui pose la question de savoir, lui l'invite à trancher le débat du haut de son agrégation en droit public,
des constitutionnalistes de renom, comment va-t-il trancher le débat? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je ne suis pas venu trancher le débat. Je suis venu annuler parce qu'il ne se sent pas la capacité de trancher le débat. Mais ce qui est curieux, c'est qu'il dit, la seule personne qui peut trancher le débat, c'est le juge constitutionnel. Ça veut dire qu'il a pris le pouvoir du peuple, on l'a donné au juge constitutionnel et on a oublié que le juge constitutionnel, c'est un homme. Alors les Occidentaux ont donc mis en place un système qui permettait de focaliser tous les pouvoirs des millions de personnes sur une personne qu'ils allaient manipuler. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'ils nous font avaler un modèle qui fait que tous nos pouvoirs sont légués à une seule personne. Et comme ça, dès qu'on manipule cette personne, on manipule tout le peuple. Donc, quand le professeur Nguele dit que c'est le juge constitutionnel seul, il a oublié que ce n'est qu'un homme. Et lui-même rappelle l'article 5 de la Constitution, qui fait du président l'arbitre, le garant, tous les titres dithyrambiques qui font du président le puissant personnage qui seul prend la décision. Mais il n'en reste qu'un homme. Il suffira donc que les Occidentaux manipulent cet homme pour manipuler tout le pays. Voilà donc comment ils ont réussi à reproduire par un système que nous allons montrer. Ils ont réussi à reproduire complètement la castration. Pour comprendre davantage comment ils ont fait pour les effets, parce que lorsque je parle comme ça, on a l'impression que je suis dans l'espace, on voit quelqu'un qui demande aux gens de se remettre en haillons, de recommencer à se balader nu, de recommencer. Donc on m'a dit, mais ça c'est les traditionalistes la dérangent. Non, je ne suis pas traditionaliste. Non. Je suis tout simplement quelqu'un qui est en train de dire aux gens que chaque fois que vous n'allez pas tenir compte du schéma directeur et de l'origine, vous allez être à côté des problèmes du Cameroun. Il sera impossible de résoudre les problèmes du Cameroun. Et je me suis demandé s'il n'était pas important de trouver l'exemple d'un programme politique et pour montrer comment le programme politique ne peut pas traverser, ne peut pas résoudre le problème du Cameroun tant qu'il ne se réfère pas au conflit de modèles. Et heureusement pour moi, il y a quelques jours, en entrant dans les réseaux sociaux, je me suis rendu compte que le professeur Kamto venait de donner une partie de son programme. Et j'ai été très heureux que le point qu'il ait abordé, c'était le problème des jeunes. Il a présenté ce qu'il a appelé le pacte jeune. Et ce pacte jeune, pour lui, est révolutionnaire. C'est par ce pacte jeune qu'il va résoudre les problèmes des jeunes. Et le pacte jeune avait pour objectif de résoudre le problème de chômage. Alors, je vais vous montrer comment est-ce que, pour n'avoir pas tenu compte du schéma de départ du Cameroun, il est allé à côté de la plaque. Alors, le professeur Kamto dit que son pacte jeune repose sur 3 piliers, avec comme pilier central l'éducation. De l'autre côté, il y a la formation et après, il y a la recherche. Et en ce qui concerne l'éducation, et c'est ça qui va nous concerner, il dit que il a demandé depuis 2012, il souhaite depuis 2012 la réforme totale du système éducatif. C'est très louable. C'est très louable qui demande la réforme totale du système éducatif. Mais lui, il va proposer le passer d'un modèle à l'autre. Le premier modèle, il le définit totalement. Il dit que l'éducation, dans un premier temps, permettait de doter l'État des administratifs. Et que ce modèle est dépassé. Et c'est clair, ce modèle, c'était celui du modèle jacobin. Parce que l'État est tout puissant. Alors, après avoir, pour muter, pour bien comprendre, peut-être je vais arrêter les commentaires, je détaille d'abord le programme du professeur Kamto. Il dit donc qu'il va partir du modèle 1 où on
occupe les administratifs ou l'éducation comme les administratifs, vers un modèle 2, le modèle où c'est l'enfant qui profite de l'éducation. Il va faire des enfants éveillés, il va créer l'excellence pour que l'enfant puisse interpréter son environnement. Donc, il va passer du modèle où l'État profite de l'éducation pour que l'enfant lui-même profite de l'éducation. Et c'est logique puisqu'il va vers la lutte contre le chômage. Mais ce qui est curieux, c'est que la modification qu'il apporte, c'est qu'on reste dans les lycées, les collèges, on reste dans les universités, mais il va ajouter la concomitance avec la présence dans le milieu professionnel. Donc, tout simplement, il ajoute que en même temps que l'étudiant, l'élève apprend, reçoit des connaissances livresques, il va en même temps flirter avec le milieu professionnel pour qu'à la fin, il puisse devenir un professionnel qui a facilement un emploi. C'est logique. Malheureusement, l'éducation, et maintenant, nous allons comparer les deux modèles pour montrer en quoi est-ce que son programme est impossible. Son programme est impossible pourquoi? Son programme est impossible parce que il repose toujours sur les établissements scolaires ou les centres de formation. L'essentiel du programme professeur Kamto, en plus du fait qu'il va lier le milieu professionnel, repose toujours sur l'école maternelle, l'école primaire, le secondaire, les établissements scolaires et les centres sociaux. Et c'est ça la différence entre le modèle traditionnel et le modèle occidental. Dans le modèle occidental, comme l'État est puissant, il est jacobin, c'est l'État qui légifère sur l'éducation. Parce que l'État profite de l'éducation. Et c'est l'État qui applique l'éducation. Par contre, dans le modèle traditionnel, la tribu, c'est la tribu qui légifère avec son bras opérationnel qu'est la famille, qui légifère sur l'éducation. Parce que l'enfant est considéré comme un bien familial, un investissement familial. L'enfant est considéré comme celui-là qui va reproduire la tribu et l'enfant est celui-là qui va s'occuper de son père quand son père sera fatigué. C'est pour ça que dans la reproduction sociale, généralement, on donne le nom, votre premier enfant porte le nom du père parce que c'est une reproduction sociale. Voilà le rôle. Et l'éducation va donc consister à donner à l'enfant les secrets, les dogmes, les mythes de la tribu, le savoir-faire de la tribu, culinaire, agriculture et tout, l'élevage, la chasse de la tribu, pour qu'il pérennise l'espèce, pour qu'il s'en sorte, pour qu'il vive comme ses aïeux et ses ancêtres vivaient. Donc, l'éducation consistait à reproduire la société. Et comme ça consistait à reproduire la société, c'est la famille qui appliquait l'éducation. C'est la famille qui donnait l'éducation. Et ça se passait à la maison sans avoir besoin d'établissement. Donc, l'éducation dans le milieu traditionnel ne repose pas sur l'établissement scolaire. Donc, la fondamentale différence entre les deux modèles, c'est que le modèle occidental repose sur l'établissement scolaire. Et le modèle traditionnel ne repose pas sur l'établissement scolaire. La famille se charge de l'éducation, de l'enseignement. Alors, qui dit établissement scolaire dit argent. Donc, chez les Occidentaux, l'État légifère, l'État applique et l'État paye. L'État paye. Chez les traditionnels, la tribu légifère par la famille, la tribu applique
Et comme il n'y a pas d'argent à dépenser, personne ne paye. Mais maintenant, il y a eu report de la législation. C'est-à-dire les lois de l'État vont s'imposer à la famille. Les lois de l'État, par le mécanisme que j'ai décrit plus haut, vont s'imposer à la famille. Ça veut donc dire que nous avons un système hybride qui veut que l'État légifère, la famille applique, mais qui paye. Voilà le problème. L'État légifère, la famille applique, mais qui paye. Alors, les Occidentaux étaient très astucieux. Pour nous faire avaler ce modèle au début, c'est eux qui payaient. On n'oubliait pas la période des 30 glorieuses. C'est les États occidentaux qui payaient. On avait des bourses gratuitement, on se déplaçait gratuitement, on faisait l'école gratuitement. Mais à un moment donné, ils ont dit on ne paye plus. Mais comme ils ne payent plus, qui paye? Les familles camerounaises se retrouvent donc dans une situation où quelqu'un d'autre leur dicte ce qu'il faut faire, mais c'est elles qui payent. Et ma formation d'inspecteur des affaires sociales m'a amené à regarder le budget familial dans la situation hybride que nous avons. En comparant la gestion du budget familial dans la famille occidentale à la gestion du budget familial dans la famille traditionnelle, dans la famille camerounaise, parce qu'elle n'est plus traditionnelle, elle est hybride, je me suis rendu compte que ce serait la même chose. Le budget familial se gère dans le même principe que le grand budget, 50, 30, 20. 50%, 30% et 20%. Les 50%, c'est le budget lié aux obligations, des choses obligatoires. Nous avons le loyer, l'habitat, nous avons l'alimentation, nous avons les charges fixes, le gaz, le courant et l'eau. Ça, c'est les 50% chez les Occidentaux. Chez les Occidentaux, les 30%, c'est le divertissement. Parce que l'anniversaire, c'est le divertissement, le véhicule, c'est le divertissement, donc les vacances, c'est le divertissement. Donc les 30% du milieu, c'est le divertissement. Maintenant, les 20%, c'est l'épargne et l'investissement. Dans la famille africaine, nous avons les 50%, puisque nous sommes tous déplacés pour l'emploi. Les 50%, c'est aussi le loyer. Les 50%, c'est l'alimentation. Les 50%, il y a dedans les charges fixes. Mais maintenant, à partir de 30%, ce qui est dépenses de luxe, là-bas, devient dépenses obligatoires. Nous avons la santé, nous avons les loyautés familiales, parce qu'on n'oublie pas que l'enfant, c'est un investissement. Donc, quand vous préparez votre budget, il y a la partie de la famille. Donc, il y a les loyautés familiales. Et les 20%, c'est l'épargne et l'investissement. Où est la scolarité? Dans aucun des budgets de gestion du budget, il y a la scolarité. Donc, dans les familles, il n'y a pas l'argent de scolarité. Mais ce que les familles font, c'est que comme nous avons le devoir de nous occuper de nos enfants, c'est l'investissement pour nous. On prend les 20% réservés à l'investissement qu'on met dans la scolarité. Et j'ai essayé, dans la scolarisation des enfants, et j'ai essayé de faire le calcul de la scolarisation d'un enfant. Si les familles moyennes, la taille moyenne d'une famille au Cameroun, c'est 5 personnes, dont les 2 parents et 3 enfants. Alors, si vous prenez les 3 enfants, chaque enfant vous coûte 10 000 en moyenne par semaine, en termes de fourniture scolaire, en termes de scolarité, que j'aurais réparti sur toutes les semaines, en termes de goûter, en termes de transport. Chaque enfant vous coûte en moyenne 10 000 francs. Ça veut dire que en une semaine, en un mois, 10 000 par semaine, en un mois, l'enfant va vous coûter 40 000 francs par mois. Pour les 3 enfants, vous avez 120 000 francs à dépenser par mois. Pour les 3 enfants, pendant 9 mois. Et
Ça veut dire que tous les mois, vous devez dépenser 120 000. Et les 120 000 doivent représenter les 20% de votre revenu. Parce que je suis dans les minimums. J'ai pris le même montant pour un enfant de la 6e en master. J'ai pris le même montant. Donc, ça veut dire que l'enfant, vous devez avoir 120 000 francs par mois pour dépenser en termes de scolarisation de l'enfant. Si ça représente les 20% de votre revenu, ça veut dire que vous devez avoir 600 000 francs au minimum comme revenu mensuel, environ 1 000 euros. Mais ça veut dire que le SMIC, pour que le programme du professeur Kamto soit applicable, il faut que le SMIC, c'est une condition sine qua non, il faut que le SMIC soit de 600 000 francs, de 1 000 euros. C'est-à-dire qu'on a un SMIC supérieur à celui du Portugal, à celui de la Bulgarie. Parce que la scolarisation, en termes d'argent, n'est pas un élément du budget familial. Dans le modèle, il est un élément, il n'a jamais été dans le modèle jacobin, il n'est pas un élément du système familial. Mais on vient nous l'imposer comme un élément du système, du budget familial. Et c'est ça qui fait que on ne peut faire aucun projet en ce qui concerne l'emploi sur la base de la scolarisation sans augmenter le SMIC et l'amener pour qu'il soit faisable, parce que j'ai pris les chiffres minimum, il faut qu'il soit au moins égal à 600 000 francs le SMIC. Voilà comment, pour n'avoir pas considéré qu'au départ, notre configuration était tribale et que jusqu'à présent, nous portons les traces de cette configuration tribale, pour avoir considéré qu'il faut métamorphoser le système étatique, il est à côté de la plaque, premièrement dans la façon de poser le problème. Le problème, ce sera qui paye la scolarité. Voilà le vrai problème des Camerounais. Les Camerounais doivent donc attendre plutôt des candidats. Ils disent qui va payer la scolarité, puisque de façon organique, le budget de la scolarité des enfants n'est pas dans le budget familial. Et au Cameroun, c'est la famille qui est censée payer la scolarité. Alors que chez les autres, où ils ont conçu leur mécanisme, leur modèle, c'est l'État qui s'occupe de la scolarité. Voilà la clé. Voilà un exemple simple pour montrer que nous ne sommes pas dans l'espace. Quand on dit que l'équilibre qu'il faut donner à la base, c'est aller repartir au schéma directeur pour élaborer un programme. Pour avoir eu l'impression que son programme est l'un des meilleurs programmes, je viens de vous démontrer que s'il ne bouge pas le SMIC, ce programme n'est pas réalisable. Il est inopérant. Il n'est pas du tout réalisable puisqu'il est bâti sur l'établissement scolaire. Et qui dit établissement scolaire dit argent. Et qui dit argent dit paiement. Qui paye? Donc, l'État légifère et la famille paye. Quel paradoxe. Et c'est un paradoxe qu'il faut régler. Et si on n'a pas ce regard, on ne peut pas comprendre quel est le vrai problème. Donc, on va venir parler de l'éducation. De l'éducation. L'éducation, première erreur, c'est la définition de l'éducation. Chez les Occidentaux, éducation égale scolarisation. Scolarisation veut dire établissement scolaire. Établissement scolaire veut dire paiement. Chez les Africains, éducation, c'est initiation. Éducation, c'est formation à la vie quotidienne. Éducation, c'est découvrir les dogmes. La recherche consiste dans la découverte des dogmes. Il n'y a donc pas paiement. Maintenant, nous avons une superposition de deux modèles qui font le Cameroun. Un modèle où l'État légifère, mais on demande à la famille de payer. Et dans le budget familial, de façon organique, parmi les éléments de dépenses, il n'y a pas la scolarisation. Pour introduire la scolarisation, il faut augmenter le SMIC. Et pour augmenter le SMIC, il faut l'évaluer. Et en évaluant, en inspecteur des affaires sociales, c'est mon travail. C'est au moins 600 000 francs le SMIC pour que la scolarisation entre. Et là, je n'ai pas pris la santé. Parce que si j'entre aussi par le canal de la santé, par le même mécanisme,
nous y serons. C'est pour ça que je dis, avant de revenir, voir comment, parce que nous avons accepté que l'Occident légifère sur notre, nous nous sommes mis nous-mêmes l'épée de Damoclès sur la tête. La prochaine fois, nous allons essayer de montrer comment est-ce que les Occidentaux ont mis en place un mécanisme qui aliène, qui fait en sorte que jusqu'à aujourd'hui, quand on dit que c'est des castrés culturels qui sont en train de nous gérer, on ne pourra jamais, on va montrer comment l'administration a été minée par cela. Je vous remercie.